Un gigantesque mur d'eau de plus de 30 mètres de haut. Ce sont des vagues fantastiques qui dépassent l'imagination. Il y a 8000 ans, un tsunami géant dévaste la Méditerranée. Le problème, c'est que les tsunamis ne s'arrêtent pas. Des villages préhistoriques rayés de la carte en quelques instants. Ces hommes étaient les précurseurs des grandes civilisations du monde antique. En un clin d'œil, tout ce qu'ils avaient bâti a été englouti. Ce tsunami préhistorique a-t-il réellement eu lieu? Et pourrait-il se reproduire un jour? Mer Méditerranée, 6000 ans avant notre ère. Soudain, un mur d'eau colossal, plus haut que la Statue de la Liberté, se forme sur la mer. Ce tsunami déferle sur les côtes de 3 continents. Des millions de tonnes d'eau se dirigent droit sur le rivage, à toute allure. On croirait entendre le grondement d'un train. La seule chose à faire, c'est de s'enfuir en courant. Un guépard pourrait peut-être s'échapper, mais un homme, impossible. Des villages préhistoriques sont engloutis en un instant. Les eaux envahissent l'intérieur des terres sur des kilomètres. Imaginez, le niveau de l'eau commence à monter, et soudain, un monstrueux torrent envahit les rues de la ville. Pour nos ancêtres, le tsunami est arrivé brutalement. Ils n'ont pas eu le temps de réaliser. En quelques heures, ce cataclysme détruit les habitations côtières sur des centaines de kilomètres. Le bassin oriental de la Méditerranée est dévasté. Ce devait être une expérience terrifiante pour les populations de l'époque, car aujourd'hui, on sait ce que c'est. C'est un phénomène dévastateur. Pour la Méditerranée, c'est un scénario catastrophique. Mais 8000 ans après, le mystère reste entier. Qu'est-ce qui a provoqué ce tsunami géant? Quelle a été l'ampleur de la catastrophe? De quelle façon ce phénomène a-t-il affecté les populations préhistoriques qui vivaient sur le littoral? Pour avoir une idée de la puissance de ce cataclysme préhistorique, il suffit de se remémorer la catastrophe survenue fin 2004 en Indonésie. Le 26 décembre 2004, un violent séisme se déclare au large de Sumatra, provoquant un terrible tsunami dans l'océan Indien. Il frappe notamment l'Indonésie et le sud de la Thaïlande. Des vagues d'une douzaine de mètres de haut s'abattent sur les villages côtiers. C'était terrible. Imaginez le pire des ouragans et démultipliez-le. Le bilan a été tragique. À moins d'être sur une montagne ou au sommet d'un arbre, difficile de s'en sortir vivant. C'est pour ça qu'il y a eu tant de victimes. Le bilan humain et matériel est catastrophique. On estime les victimes à plus de 230 000 dans une dizaine de pays, du sud-est asiatique jusqu'en Afrique de l'Est. 1 800 000 personnes se retrouvent sans logement. Le montant des dégâts matériels est estimé à 10 milliards de dollars. Ce séisme et le tsunami qui a suivi sont parmi les plus violents jamais enregistrés dans le monde. Les tsunamis ont une force de destruction inimaginable. On associe souvent l'eau à un élément doux et délicat, mais c'est loin d'être le cas. Une quantité d'eau équivalente à la taille d'une cuisinière pèse 1 tonne environ. C'est comme si on était renversé par une voiture. Les plus grandes vagues enregistrées lors du tsunami de 2004 n'avaient sans doute pas la force de celles qui ont dévasté la Méditerranée il y a 8000 ans. Il y a 8000 ans, on pense qu'un tsunami a détruit toutes les habitations existant sur le littoral.
La puissance de ces vagues est telle que même les bâtiments modernes, dotés de structures en acier et en béton armé, n'y résistent pas. Imaginez alors une habitation préhistorique en pierre ou une construction en bois. Elles ont dû être arrachées comme de simples boîtes en carton. Comme en 2004, on pense que le tsunami préhistorique a pénétré loin dans les terres. Le problème, c'est que les tsunamis ne s'arrêtent pas. C'est une succession de vagues ininterrompues. Si le tsunami déferle sur une plaine, il peut aller très loin dans les terres. C'est ce qui s'est passé en 2004. Il a inondé la région sur 10 km. La catastrophe de 2004 pourrait-elle s'apparenter à celle qui a frappé la Méditerranée il y a 8000 ans? Ce tsunami préhistorique pourrait-il avoir ravagé des milliers de kilomètres de côte? En Thaïlande, les survivants disent qu'il n'y a eu aucun signe avant-coureur de la catastrophe. En 2004, les médias du monde entier ont pu filmer ce terrible cataclysme. Mais pour le tsunami survenu il y a 8000 ans, on ne dispose bien sûr d'aucun témoignage. Le mystère reste entier quant aux victimes et à l'ampleur des dégâts. Quelles répercussions a-t-il eu sur le cours de la préhistoire? Il y a 8000 ans, le bassin méditerranéen offre un cadre idéal au premier développement de la civilisation. Les premiers groupes d'hommes s'installent dans la région. On assiste au début de l'agriculture. C'est la période du néolithique. Les hommes cessent d'être des nomades, des chasseurs-cueilleurs. Ils commencent à se sédentariser et à domestiquer les animaux. Les premiers agriculteurs bâtissent sans doute leurs habitations le long de ces côtes. Le néolithique est une période révolutionnaire pour les sociétés humaines. Pour la première fois, elles se sédentarisent. Les hommes ne sont plus obligés de migrer et de chasser les animaux dont ils dépendent pour se nourrir. La naissance de l'agriculture et de l'élevage dans cette région a jeté les bases de la société moderne. On assiste à l'essor des villes autour de la Méditerranée. C'était un terrain très favorable au développement de la civilisation. Beaucoup d'éléments que l'on associe à notre société moderne ont été inventés à cette époque par les populations de la Méditerranée. Les indices d'un cataclysme préhistorique sont restés cachés pendant plus de 8 millénaires. Au fil du temps, les éruptions volcaniques et l'érosion naturelle ont progressivement effacé les traces de cet événement. Mais en 1996, on a enfin découvert le premier indice d'un possible tsunami, dans un endroit a priori inattendu, le sommet d'un volcan italien. Une équipe de chercheurs de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie, dirigée par Maria Teresa Pareschi, réalise alors une étude au sujet de l'Etna, en Sicile. Ce volcan, le plus élevé d'Europe, est aussi l'un des plus actifs. Il domine de son impressionnante silhouette la baie de Catane et la mer Ionienne. C'est dangereux de rester ici. Si l'Etna entre en éruption, nous nous trouvons juste sur le trajet d'écoulement de la lave. Sa caractéristique la plus marquante est la vallée d'El Bove, une caldeira en forme de fer à cheval. C'est ici que les chercheurs ont découvert une particularité géologique étonnante. Ils ont observé d'abruptes parois rocheuses de 300 mètres de haut, laissant penser qu'une partie du volcan s'est effondrée subitement. Un glissement de terrain pourrait-il en être la cause? Le glissement de terrain a commencé sur le flanc ouest de la vallée d'El Bove, devant nous. Là, c'est le flanc nord. Il s'est déclenché ici et s'est déplacé vers la mer, dans cette direction. Comme l'Etna est très proche de la Méditerranée, un gigantesque éboulement rocheux aurait très bien pu terminer sa course dans la mer. Son impact dans l'eau
pourrait alors avoir déclenché un tsunami géant. Quand on jette un caillou dans un lac, une vague se forme. Imaginons à présent que le caillou soit un énorme rocher et que d'importantes quantités de roches tombent à l'eau. À l'échelle d'un tsunami, l'océan est comme un immense lac. La puissance d'un tsunami dépend du phénomène qui lui a donné naissance. Les vagues de tsunami ne se forment pas spontanément. Elles sont générées par des phénomènes géologiques bien déterminés, qui libèrent une énergie fantastique. Les tsunamis sont provoqués en premier lieu par les séismes sous-marins. C'est ce phénomène qui a déclenché le tsunami de 2004. L'origine du séisme est liée à la rupture de la zone de subduction entre deux plaques. L'une d'elles s'est soulevée violemment, provoquant un énorme gonflement à la surface de l'eau. La quantité d'eau déplacée à la suite du séisme est comparable à 2 fois l'ensemble des explosifs utilisés pendant la Première Guerre mondiale, soit l'équivalent de 5 mégatonnes de TNT. Les tsunamis provoqués par un séisme sont très violents. Mais s'ils sont générés par un glissement de terrain, ils peuvent être encore plus destructeurs. Quand on saute dans une piscine, ça fait déjà quelques vagues. Imaginez maintenant des roches qui sont des millions de fois plus volumineuses que vous et qui tombent brutalement dans la mer. Ça vous donnera une petite idée du phénomène. Si l'hypothèse des chercheurs italiens est vraie, une partie de l'Etna se serait effondrée dans la mer. Un vrai scénario catastrophe. Stefan Grilli est chercheur à l'université de Rhode Island et spécialiste des tsunamis. Dans un bassin artificiel, il simule la formation d'une vague de tsunami lorsqu'un glissement de terrain termine brutalement sa course dans la mer. Nous avons construit la maquette d'un glissement de terrain. Imaginez un pan de volcan qui s'effondre. Un gros bloc de roche glisse et heurte la surface de l'eau, provoquant une vague géante. Démonstration. Toute l'énergie cinétique du bloc de roche est transmise à l'eau et cela génère des vagues. Ensuite, ces vagues transportent l'énergie jusqu'à des terres très éloignées. Est-ce le même scénario qui s'est produit en mer Méditerranée il y a 8000 ans? Un glissement de terrain colossal parti de l'Etna a-t-il pu déclencher un tsunami géant qui a dévasté tout le littoral? C'est en tout cas l'hypothèse audacieuse de notre équipe de chercheurs italiens. À l'appui de leur théorie, ils doivent maintenant réunir des preuves tangibles de ce cataclysme préhistorique. « 6000 ans avant notre ère, autour du bassin de la Méditerranée, les hommes s'établissent pour la première fois en communauté villageoise. Soudain, sans aucun signe avant-coureur, un gigantesque tsunami déferle sur la mer. Des vagues de plusieurs dizaines de mètres de haut foncent en direction de 3 continents, balayant tout sur leur passage. Ce cataclysme préhistorique a-t-il réellement eu lieu? Quel phénomène l'a déclenché? Combien de villages a-t-il dévasté? Quelles ont été les victimes? L'équipe de chercheurs tente de rassembler des preuves pour consolider l'hypothèse du tsunami et expliquer les tenants et les aboutissants de cet incroyable bouleversement terrestre. Ce mur d'eau s'est dispersé dans toutes les directions et il s'est fractionné en une série de vagues. Les chercheurs sont persuadés qu'une éruption de l'Etna a provoqué un glissement de terrain. D'énormes fragments de roches se seraient alors déversés dans la mer, déclenchant un tsunami géant. Les glissements de terrain sont susceptibles de générer des vagues d'une grande violence. On se souvient notamment de la plus grande vague jamais enregistrée, provoquée par un tel phénomène géologique. En 1958,
au large de la côte méridionale de l'Alaska, dans la baie de Lituya, un séisme provoque un éboulement rocheux gigantesque. Les pans de roche s'écrasent dans l'eau avec violence, générant une vague de plus de 500 mètres de haut, qui s'abat sur le versant nord de la baie. La vague de Lituya était si haute qu'elle aurait pu engloutir la Sears Tower de Chicago. Elle a entièrement dévasté les forêts bordant la baie. Les arbres adultes ont été arrachés comme des fétus de paille. Si cette vague n'avait pas été contenue dans la baie, il est impossible de dire jusqu'où elle se serait propagée et quels dégâts elle aurait occasionnés. Les vagues de tsunami se propagent en eau profonde et peuvent parcourir des milliers de kilomètres en quelques heures. Les tsunamis se déplacent à grande vitesse dans l'océan, parfois à plus de 800 km/h, comme un avion à réaction. Lorsque les vagues approchent du rivage, elles sont freinées et gagnent alors de l'altitude. Quand le tsunami atteint les eaux peu profondes du littoral, les vagues sont ralenties et leur longueur d'onde diminue. On peut illustrer ce phénomène à l'aide d'un chamallow. Quand on presse un chamallow avec les doigts, il se dilate en hauteur pour continuer à occuper le même volume. L'arrière de la vague continue d'avancer à grande vitesse. Résultat, elle se tasse. Elle finit par atteindre une hauteur où elle n'est plus stable. C'est à ce moment-là qu'elle casse. Est-ce le même scénario qui s'est produit il y a 8000 ans? Un tsunami géant aurait-il dévasté les côtes du bassin oriental de la Méditerranée? Maria Teresa Pareschi et son équipe en sont convaincus. Les falaises abruptes sous le cratère de l'Etna corroborent leur hypothèse. Selon eux, le flanc est s'est effondré lors d'une éruption du volcan et l'éboulement rocheux s'est déversé dans la mer. Cet événement rappelle l'un des plus impressionnants glissements de terrain survenus à l'époque contemporaine. Tout un pan du volcan a dû s'affaisser, comme au mont Saint-Helens en 1980. Le 18 mai 1980, dans l'État de Washington, le mont Saint-Helens est le théâtre d'une fantastique éruption volcanique, la plus importante jamais enregistrée aux États-Unis. La séquence d'événements liés à l'effondrement partiel d'un volcan est extrêmement rapide. Au mont Saint-Helens, le flanc du volcan s'est affaissé en quelques minutes. Puis, une avalanche s'est déclenchée, dévalant les pentes sur une trentaine de kilomètres en quelques minutes aussi. Pour l'Etna, c'était sans doute la même chose. C'est bien connu, les flancs d'un volcan sont instables, car ils sont constitués de matériaux meubles, susceptibles de s'affaisser. C'est un peu comme les enfants qui font des châteaux de sable. Ils construisent une tour et celle-ci finit par s'effondrer sur un côté parce qu'elle est trop haute et ne tient plus debout. Si les scientifiques veulent confirmer leur hypothèse, il leur faut prouver que les deux événements, le glissement de terrain de l'Etna et le tsunami, ont eu lieu simultanément. Les sédiments provenant de l'Etna ont été analysés au carbone 14. Les chercheurs ont déterminé la date du glissement de terrain à 8000 ans, ce qui coïncide avec le passage du tsunami. Mais quelle était l'ampleur de ce phénomène géologique? Pour générer un tsunami géant, il faut qu'un éboulement rocheux colossal tombe dans l'eau. Pour déterminer l'ampleur de cet éboulement, Maria Teresa Pareschi et son équipe sont partis en quête de débris rocheux au fond de la Méditerranée. Ils ont mené une étude sismique sous-marine afin de cartographier le fond de la mer.
Grâce aux études sismiques, on réalise une sorte de radio aux rayons X ou un scanner de la Terre. Un sonar émet des ultrasons dans l'eau et enregistre l'écho renvoyé par le fond de la mer et par les obstacles rencontrés. C'est un peu comme une balle de tennis. Quand la surface est dure, elle rebondit très bien. Quand la surface est molle, le rebond est faible. Idem pour les ondes sonores, elles sont renvoyées avec plus ou moins de force. On enregistre la puissance de ces signaux et on crée ainsi une image des différentes couches géologiques dures et tendres. Cette étude a révélé que le glissement de terrain a projeté 10 000 mètres cubes de roches dans la Méditerranée. Les fragments de roches ont dévalé les pentes de l'Etna sur une vingtaine de kilomètres et ils ont recouvert le fond de la mer sur près de 200 km². C'est comme si la ville de New York était recouverte d'une couche aussi haute que l'Empire State Building. Ça représente un éboulement rocheux phénoménal. On a du mal à imaginer Manhattan sous une couche aussi haute que l'Empire State Building. Maria Teresa Pareschi a entré ces données dans un logiciel spécialisé pour effectuer une simulation informatique du tsunami perdu, le nom donné à ce projet. Un glissement de terrain est-il à l'origine du cataclysme qui a dévasté le bassin méditerranéen? Le modèle informatique permettra-t-il d'en savoir plus sur cet événement préhistorique et ses conséquences? Notre équipe de chercheurs poursuit l'enquête sans relâche. Selon leur hypothèse, un tsunami géant se serait déclenché en Méditerranée, dévastant les côtes du bassin oriental et détruisant de nombreux villages néolithiques. Les chercheurs ont réuni des preuves indiquant qu'un éboulement gigantesque a dévalé les pentes de l'Etna il y a 8000 ans. 10 000 mètres cubes de roches se sont alors déversés dans la Méditerranée. La séquence d'événements a duré sans doute entre 5 et 10 minutes, pas plus. D'abord, les roches se sont détachées du flanc de l'Etna, puis elles ont chuté dans la mer, puis le tsunami s'est déclenché. Tout s'est déroulé très vite. En tenant compte de la quantité de sédiments retrouvés au fond de l'eau et de l'inclinaison des pentes de l'Etna, on estime que l'éboulement a foncé vers la mer à une vitesse spectaculaire. Un éboulement qui dévale les pentes d'un volcan peut atteindre des vitesses très élevées, parfois plus de 300 km/h, ce qui est comparable à la vitesse d'une Formule 1. C'est phénoménal. Imaginez un volume de roche équivalent à Manhattan qui dégringole au bas d'une montagne à cette vitesse. C'est stupéfiant. À présent, les chercheurs connaissent l'ampleur et la vitesse de l'éboulement. Avec ces deux données majeures, ils sont à même d'effectuer une simulation informatique du tsunami. Pour la première fois, on peut enfin visualiser le tsunami qui a dévasté la Méditerranée. L'éboulement rocheux a généré des vagues d'une cinquantaine de mètres de haut. La première région touchée est le sud de l'Italie, frappé par un mur d'eau gigantesque. Une vague de 50 mètres de haut, c'est monstrueux. C'est comme un gigantesque mur, un mur de ciment qui se dresse sur la plage. L'impact d'un tel volume d'eau peut être comparé à la puissance d'une bombe atomique. D'après la simulation informatique, les plus hautes vagues du tsunami ont atteint une cinquantaine de mètres de haut, ce qui dépasse toutes les vagues enregistrées lors de celui de 2004. En 2004, la vague la plus haute a atteint 30 mètres. Le long de la côte, tout a été balayé, les villes et les villages, la végétation. Si la vague est 2 fois plus haute, l'impact sera 2 fois plus important. D'après la simulation, l'épicentre du tsunami se trouvait en Sicile. Puis l'onde de choc s'est propagée vers la Grèce et la Libye actuelle.
le littoral de ces pays a été balayé par des vagues de 15 mètres de haut. Le tsunami a déferlé sur les rives, puis a pénétré loin dans les terres. Imaginez le Mississippi en crue, qui déferle dans les rues de la ville, emportant tout sur son passage. Ceux qui sont dans les parages se trouvent pris au piège. Mais le tsunami est loin de s'arrêter là. La simulation indique que l'onde de choc est si puissante qu'elle atteint l'Asie mineure, à près de 2000 km de la Sicile. Le tsunami se propage jusqu'à l'actuel Israël, à une vitesse phénoménale. Il parcourt les 2000 km qui séparent Israël de la Sicile en 3h30. Les tsunamis parcourent souvent de grandes distances. En 1964, un séisme en Alaska a déclenché une série de vagues géantes qui se sont propagées jusqu'à Hawaï, à 4500 km de l'épicentre. Le tsunami de 2004 est allé encore plus loin. Les tsunamis peuvent parcourir des distances énormes. Celui de 2004 a fait plusieurs fois le tour du monde. Et l'onde de choc a été enregistrée aussi loin que le Brésil, la Nouvelle-Angleterre et Seattle. Rien ne peut stopper leur progression. Si un tel tsunami s'est déclenché il y a 8000 ans, les archives géologiques doivent contenir les traces de son passage. Cependant, sur le littoral méditerranéen, on n'a retrouvé aucun vestige d'établissements humains. Un tsunami aurait entièrement dévasté les villages construits sur la côte. En quelques instants, les hommes préhistoriques auraient perdu tout ce que leurs ancêtres et eux avaient bâti. Les chercheurs n'ayant retrouvé aucune trace sur le littoral, ils décident de poursuivre l'enquête au fond de la mer. S'il y a eu un tsunami préhistorique, on est sûr d'en retrouver les traces au fond de la mer. L'océan conserve ses archives géologiques. Les couches de sédiments qui s'accumulent sous l'eau vont progressivement sceller les traces du tsunami pour toujours. Sur la Terre, en revanche, au fil des siècles, l'action de l'érosion va peu à peu effacer ces traces. Les vagues formées par les vents affectent seulement la surface de l'océan. Les vagues de tsunami, en revanche, proviennent du plancher océanique. À mesure qu'il progresse en eau profonde, le tsunami brasse violemment les couches de sable et d'argile, créant au fond de la mer des coulées de sédiments déstabilisés. C'est la signature du tsunami. Prenez un verre d'eau contenant du sable. Voilà ce qui se passe quand on agite le sable avec une cuillère. Dans le cas d'un tsunami, comme la mer est extrêmement agitée, elle soulève d'épaisses couches de sédiments dans la colonne d'eau. Elle les déplace dans la même direction que les vagues, puis elle les dépose là où les vagues sont freinées. Pour tenter de résoudre cette énigme, les chercheurs partent en quête des traces du tsunami au fond de la Méditerranée. Les coulées de sédiments déstabilisés sont les empreintes géologiques du tsunami. Les sédiments marins sont à l'image d'un magnétophone toujours en marche. Ils enregistrent les événements géologiques, changements climatiques, séismes, tsunamis. Tout est enregistré au fur et à mesure. Entre la Sicile et l'Afrique, les chercheurs localisent une première zone de sédiments déstabilisés. Elle s'étend le long d'une chaîne de montagnes sous-marines, la dorsale méditerranéenne. Ils repèrent une autre zone au large de la Libye, dans le golfe de Sidra. Chacune des zones localisées correspond au modèle informatique. À l'endroit où la simulation indique que le fond de la mer a été touché, les chercheurs découvrent une traînée de sédiments déstabilisés. Mais Maria Teresa Pareschi et son équipe doivent encore réunir les preuves terrestres du passage du tsunami. Si un tel événement est arrivé il y a 8000 ans, on devrait retrouver sur le littoral des vestiges des premières civilisations établies dans la région.
Peu après le passage d'un tsunami, il y aura évidemment beaucoup de traces de son impact sur les côtes. Mais après des milliers d'années, si on essaie de comprendre ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus difficile. Les chercheurs sont parvenus à retrouver les traces de l'éboulement qui a provoqué le tsunami et à cartographier sa trajectoire au fond de la mer. Mais ils s'interrogent toujours sur l'impact qu'il a exercé sur les populations du Néolithique. Les indices géologiques sous-marins permettront-ils aux chercheurs de résoudre l'énigme du tsunami perdu? Il y a 8000 ans, ce tsunami géant a ravagé le bassin oriental de la Méditerranée. Jusqu'à très récemment, personne ne soupçonnait son existence. Les chercheurs de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie ont proposé une théorie audacieuse. D'après eux, une éruption de l'Etna aurait provoqué un éboulement colossal qui aurait déclenché à son tour le tsunami et détruit les villages néolithiques du littoral. Les vagues se sont propagées à tout le bassin oriental de la Méditerranée, notamment sur les côtes de la mer Ionienne, et elles ont même atteint Israël. Un tsunami géant provoque des dégâts considérables, comme si la région était bombardée. Tout n'est plus que ruines et décombres. Les arbres sont arrachés, les bâtiments sont détruits. C'est le chaos total. Pour étayer leur théorie du tsunami, les chercheurs italiens doivent réunir des preuves tangibles, confirmant la destruction des villages néolithiques. Après maintes recherches autour du bassin oriental de la Méditerranée, de l'Italie à la Grèce jusqu'à la Libye, les chercheurs rentrent bredouille. Ils n'ont trouvé aucune preuve. Aucun vestige de village néolithique. Aucun ossement des victimes du cataclysme. Et bien sûr, aucun témoignage n'a été consigné à l'époque. Il y a 8000 ans, l'écriture n'existait pas encore. Ce sont les premiers balbutiements de notre civilisation, et personne n'a pu relater cet événement. De l'autre côté de la Méditerranée, à près de 2000 km de l'épicentre, des archéologues sous-marins ont fait une découverte spectaculaire au large des côtes d'Israël. Les vestiges d'un village antique, qui semble avoir été brusquement abandonné il y a 8000 ans. Il s'agit du site d'Atlitiam, qui repose par une dizaine de mètres de fond, à quelques centaines de mètres au large des côtes de Haïfa, en Israël. Il y a 8000 ans, le village d'Atlitiam se trouvait sur la terre ferme, mais il semble avoir été englouti par les eaux. Pourquoi y a-t-il si peu de traces du village sur la terre? Après le passage du tsunami, le niveau de la mer en Méditerranée orientale s'est élevé d'une dizaine de mètres. Toutes les habitations ont été submergées. Les archéologues ont retrouvé des ossements humains éparpillés au fond de la mer. Certains crânes présentent des signes de traumatisme. Les plongeurs ont aussi retrouvé des réserves de nourriture, sans doute abandonnées au moment où les habitants ont fui. Ces différents éléments prouvent-ils la destruction du village néolithique, ce qui confirmerait l'hypothèse des chercheurs. D'après le modèle informatique, le tsunami aurait d'abord parcouru la distance entre la Sicile et Israël et aurait ensuite pénétré loin dans les terres. Nous avons tenté d'interpréter certains indices du site archéologique et de faire ensuite le lien avec le tsunami. Les scientifiques examinent les vestiges archéologiques en se fondant sur l'hypothèse du tsunami. Ils cherchent d'abord des signes indiquant que le site a été abandonné brusquement. Comme c'était le cas en 2004, le tsunami était tellement inattendu qu'il a pris les victimes par surprise.
En raison de cet élément de surprise, le tsunami est très destructeur. S'il se déclenche la nuit quand vous êtes en train de dormir, vous serez pris au piège. Vous pouvez vous retrouver noyé dans votre propre maison. Sur le site d'Atlitiam, les archéologues ont trouvé des sortes de casiers à poissons. Mais ces casiers semblent avoir été abandonnés. Au néolithique, il aurait été impensable de jeter des biens aussi précieux que les poissons. On pense donc que les habitants se sont enfuis brusquement en abandonnant ces provisions. Les archéologues ont aussi trouvé des os humains fracturés et des crânes avec des dents manquantes. Ces caractéristiques sont fréquentes parmi les victimes d'un tsunami. En 2004, les décès n'étaient pas dus seulement à la noyade. Certaines victimes avaient été heurtées violemment par des objets à la dérive. Sur le site, il y avait aussi des squelettes humains éparpillés au fond de l'eau. Or, il existait des tombes dans une autre partie du village. Normalement, dans un village néolithique, les corps des défunts auraient dû être enterrés. Nous pensons que ces ossements dispersés sont les restes des victimes du tsunami. Chaque nouvel élément de preuve conforte Maria Teresa Pareschi dans ses certitudes. Elle est convaincue qu'un tsunami s'est déclenché sur les côtes siciliennes, qu'il a traversé la Méditerranée et a dévasté ce village néolithique. Mais tout le monde ne partage pas cette opinion. L'hypothèse du tsunami est fascinante. C'est un scénario tout à fait possible. Le danger était bien présent, mais on ne peut pas affirmer au vu des seuls indices archéologiques que cette catastrophe s'est vraiment produite. Ehud Galili est l'un des archéologues qui ont découvert le site d'Atlitiam. Le tsunami responsable de la destruction du village, il est loin d'en être convaincu. Les hommes ont bâti ce village et peu à peu le niveau de la mer est monté. On suppose que les conditions de vie étaient devenues si mauvaises dans la région que les gens ne pouvaient plus continuer à y vivre. On ne dispose pas de preuves archéologiques tangibles, mais on suppose que petit à petit, les familles sont parties. Malgré tout, Maria Teresa Pareschi reste persuadée que son hypothèse est vraie. On pourrait peut-être justifier différemment chaque découverte. Pourtant, tous ces éléments peuvent s'expliquer par une seule et unique cause, le tsunami. En science, il est très difficile d'apporter la preuve tangible d'un événement. En géologie, c'est presque impossible. On a divers éléments de preuve sans véritable lien. On émet des hypothèses, mais les preuves irréfutables sont rares. Qui a pu être victime de ce tsunami préhistorique? Y a-t-il d'autres villages néolithiques engloutis sous la mer? La découverte d'autres sites archéologiques permettrait-elle de résoudre cette énigme? Les chercheurs espèrent bien rassembler de nouvelles preuves à l'appui de leur théorie. Cela permettrait peut-être d'expliquer ce mystère géologique. Pourquoi est-il fondamental de reconstituer ces événements avec autant de soin que possible? Parce qu'il est tout à fait probable que le passé géologique se reproduise un jour. Peut-être pas demain, ni dans les quelques milliers d'années à venir, mais il se reproduira. À l'avenir, un nouvel éboulement rocheux pourrait donc à nouveau générer un tsunami dévastateur. Mais à quel endroit de la planète? Et qui serait menacé? « 6000 ans avant notre ère, un tsunami dévaste le bassin oriental de la Méditerranée. Il détruit les villages du littoral, de la Sicile jusqu'en Israël. Qu'adviendrait-il si le même cataclysme survenait à notre époque? Si le même événement arrivait aujourd'hui,
Ce serait catastrophique. Les côtes orientales de la Méditerranée ont une forte densité de population, à commencer par la Sicile. Des millions de personnes seraient en danger. Aujourd'hui, plus de 140 millions de personnes vivent autour du bassin méditerranéen. Si le même événement se reproduisait, plusieurs capitales seraient menacées. Les vagues géantes seraient susceptibles de frapper Tripoli en Libye, Alexandrie en Égypte, Tel Aviv en Israël et Beyrouth au Liban. Toutes les grandes villes côtières situées au niveau de la mer seraient englouties. La catastrophe serait comparable à celle de 2004 en Indonésie, voire pire. Fort heureusement, un nouvel effondrement de l'Etna ne semble pas à l'ordre du jour. Nous ne pensons pas qu'une telle catastrophe soit pour demain, pas du tout. Mais il est important d'étudier ce tsunami, et en particulier le glissement de terrain, car nous ignorons le mécanisme qui l'a généré. Mais dans d'autres régions du globe, le danger d'un tsunami est bien réel. La plus grande menace viendrait des îles Canaries, au large du Maroc, et notamment du volcan Cumbre Vieja, sur l'île de La Palma. Le Cumbre Vieja est toujours actif. Comme tous les volcans, il grandit à chaque nouvelle éruption, quand la lave refroidie s'accumule. Ses flancs sont instables et ont tendance à s'affaisser. Après la dernière éruption du Cumbre Vieja, en 1949, une grande fissure s'est formée, déplaçant tout un pan du volcan en direction de l'océan. Si une nouvelle éruption se produit un jour, la moitié du volcan risque de s'effondrer et de s'écraser dans l'océan. Si le Cumbre Vieja s'effondrait brutalement d'un bloc, une quantité colossale de roches tomberait dans l'Atlantique, déclenchant le plus terrible des tsunamis jamais enregistrés. Les premières vagues frapperaient le Maroc et la côte occidentale de l'Afrique 1 heure environ après le glissement de terrain. Elles pourraient atteindre 100 mètres de haut. D'après les simulations informatiques, un mur d'eau 2 fois plus haut que la Statue de la Liberté submergerait certaines parties de l'Afrique du Nord. Ce sont des vagues fantastiques qui dépassent l'imagination. Si on atteignait ce niveau de gigantisme, la région serait rayée de la carte. D'après les simulations informatiques, le tsunami frapperait ensuite le sud de l'Europe. Puis les vagues se propageraient vers l'ouest à travers l'Atlantique et atteindraient les Caraïbes et les Amériques, à plus de 6000 km de l'épicentre. Les vagues générées par l'onde de choc traversent l'océan à la vitesse d'un avion à réaction. Elles peuvent aller jusqu'à 800 km/h. C'est une catastrophe qui dépasse l'imagination. Le tsunami submergerait la côte est des États-Unis, avec des conséquences apocalyptiques. Depuis Boston jusqu'à l'archipel des Keys, au sud de la Floride, toute la côte est serait engloutie sous un mur d'eau colossal. Selon les scientifiques, des vagues de 50 mètres de haut pourraient s'abattre sur le rivage et pulvériser le littoral. L'eau s'engouffrerait loin dans les terres et engloutirait tout sur son passage. Des millions de personnes seraient menacées. Ce serait un cataclysme sans précédent à l'époque contemporaine. Que penser de ce scénario apocalyptique? D'après les scientifiques, il est peu probable qu'il se produise dans les années à venir. Mais la menace est toujours présente. L'important, c'est d'être conscient de ce risque. Si un jour le Cumbre Vieja entre en éruption, les gens vont écouter les informations et ils vont être sur leur garde. Si l'alerte est donnée, ils auront quelques heures devant eux pour réagir. Les éruptions volcaniques et les séismes sont comme des bombes à retardement.
On ne sait pas quand elles vont se déclencher. Il est donc important de les étudier dans un but préventif pour savoir s'il faut s'inquiéter ou non à court terme. Aujourd'hui, les scientifiques poursuivent l'étude des tsunamis géants, dans l'espoir de trouver des parades face aux menaces futures. Les géologues disent toujours que le passé est la clé du présent. Il est fondamental de comprendre la cause de ces phénomènes. Il est tout aussi vital d'informer le grand public et de le préparer à de tels événements. Depuis la nuit des temps, les tsunamis ont déferlé sur les océans de la planète. Même s'il existe aujourd'hui des dispositifs de surveillance, ces phénomènes imprévisibles représentent toujours une menace pour les zones côtières du monde entier.